Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un update lecture. Nous allons voyager sur les bords du Nil, passer par Haïti, gravir une citadelle très dangereuse et nous battre dans un camp de réclusion. Voilà, on va pouvoir résumer un peu l'update lecture ainsi et on commence tout de suite. Je vais vous présenter tout d'abord un livre de littérature des Caraïbes, écrit par un écrivain très connu francophone qui habite depuis des années au Québec, il me semble. C'est un écrivain que j'ai découvert à la faculté pendant un cours sur les littératures des Amériques, qui abordait les littératures des Caraïbes et les littératures québécoises. Ce n'est pas son roman le plus connu, mais c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Donc il s'agit de Pays sans chapeau, donc de Dany Laferrière, de l'Académie française. Dany Laferrière, si vous voulez découvrir un auteur québécois, ou un auteur sur les littératures des Caraïbes, c'est un auteur à découvrir. C'est un auteur extrêmement connu et très intéressant. Alors Pays sans chapeau, c'est l'histoire, alors c'est une histoire un peu biographique, hein. Dany Laferrière est un homme qui a vécu à Haïti toute son enfance et qui s'est exilé au Canada, Québec, pour des raisons assez évidentes, parce que Haïti est un des pays les plus pauvres du monde et que lui il a voulu s'échapper de ça et devenir écrivain et voilà, faire sa vie. Et donc Pays sans chapeau, c'est le retour de Dany 20 ans après son exil, revoir sa mère, sa tante, ses amis et Haïti. Et c'est un récit qui est bouleversant, faut dire ce qui est, qui traite de la situation d'Haïti dont j'étais un peu au courant, parce que c'est quelque chose qu'on connaît, mais pas à ce point-là. Et donc, déjà, le titre, Pays sans chapeau, pourquoi c'est expliqué dès le début du roman. Haïti est un des pays les plus pauvres du monde, a un taux de mortalité énorme, un taux de criminalité énorme, dû au fait des conditions de vie là-bas. Et en fait, Haïti, il y a une tradition, c'est le fait qu'on enterre les morts avec un chapeau. Voilà. C'est la tradition comme ça, quand on meurt, on nous met un chapeau dans le cercueil. C'est un livre qui va parler d'un homme qui revient sur ses terres d'origine dans un pays pauvre, lui qui a de l'argent maintenant, qui revoit sa famille et qui ne se sent plus vraiment haïtien. Est-ce qu'il peut être encore considéré comme haïtien alors qu'il ne vit plus là ? C'est une thématique, ça va traiter aussi d'une question qui a été traitée dans les journaux, c'est le fait que Haïti, les conditions sont tellement horrible qu'on se demande si les morts marchent. Donc il y a tout un côté avec le vaudou, parce qu'en fait il y a des gens qui ne se nourrissent pas, qui ne boivent pas d'eau pendant des jours et des jours et qui continuent à vivre, voilà. Et la pauvreté et tout ce qui se passe est tellement horrible dans ce pays que c'est répété très souvent, les morts marchent, c'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment vivant, on n'est plus vraiment humain, et que c'est voilà, une des particularités d'Haïti. Donc il y a eu beaucoup d'articles journalistiques là-dessus, et donc il parle aussi là-dessus, il parle donc des conditions de vie à Haïti, de l'exil, de sa relation avec sa mère et sa tante, de ses amis, des quartiers, comment est Haïti, des relations internationales d'Haïti, notamment avec les Américains. Bref, ça parle de beaucoup de choses, et en même temps, là je vous parle de thématiques, mais ça reste un récit d'un homme qui voyage et qui retrouve ses racines, et c'est très touchant, et c'est intéressant. Voilà, moi j'ai vraiment trouvé ce livre intéressant, c'est très bien écrit, les phrases sont... C'est un style qui est pas très compliqué, mais qui est percutant, et les thématiques c'est vraiment, je pense, une prise de conscience pour moi de la situation là-bas, de comment ça se passe, et c'est une autre culture, et en même temps, c'est tellement horrible de vous voir des gens dans la souffrance comme ça, au point qu'on se demande si les gens ne sont pas morts, tellement c'est horrible, tellement il y a de la pauvreté, tellement les gens sont balayés par plein de choses, et en même temps ça parle aussi du métier d'artiste. Donc je vous conseille énormément, si vous êtes intéressé par cette thématique là, si vous voulez voyager, si vous aimez les Caraïbes, ça peut vraiment être un moyen de découvrir ça. Donc je vous invite vraiment à vous le procurer si ça vous intéresse. On enchaîne avec de la romance fantasy, oui, romance fantasy, on va dire ça, la romantic fantasy, avec donc Les Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera. Georgia Caldera, c'est mon plaisir à moi, on va dire, alors que c'est un genre qui correspond pas du tout à mes goûts. Mais j'aime bien l'écriture de Georgia Caldera, j'adore cette autrice.
comme je l'adore dans ses récits, je l'aime beaucoup en tant qu'écrivaine, mais c'est quelqu'un que je trouve très sympathique en plus, donc ce qui fait que j'achète souvent ses livres quand il y a de l'imaginaire, parce qu'elle publie aussi des romances contemporaines. Elle a écrit Les Larmes Rouges, qui est très célèbre en France, hein, c'est un récit gothique, vampire, voilà, où on peut reprocher plein de trucs. Moi j'avais plutôt bien apprécié, même si la personnage principale est un peu casse-pied. Elle a écrit l'œuvre de steampunk, Mon petit plaisir coupable, voilà. Alors qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce roman, mais Dentelle et Nécromancie, c'est un roman que j'adore et que j'ai de très bons souvenirs, et donc Les Brumes de Cendrelune, c'est un peu sa dernière saga fantasy en cours. Alors c'est, je trouve, sa saga où c'est plus étrange dans son univers, c'est assez complexe, assez riche en termes d'univers. Au début ça va être même un petit peu difficile à rentrer dedans dans le premier tome. Alors le premier tome, ça fait plus d'1 an que je l'ai lu, parce que ce livre aurait dû sortir pendant le premier confinement, il est sorti juste avant le deuxième. Donc Les Brumes de Cendrelune, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est donc mécanisée, elle a perdu un de ses membres, et dans cette société, le fait d'être rapiécé, c'est hyper mal vu, t'es en bas de l'échelle sociale. Ses parents ont été tués et son frère a été enlevé. En fait, dans ce monde, le monde est régi par des dieux, et ces dieux, en fait, le dieu principal qui est Orion dans l'histoire, fait assassiner tous ceux qui pensent, qui ont même formulé la pensée de émettre un jugement contre les dieux, d'être un peu révolutionnaire, et par ce biais-là, il passe par un espèce de chasseur qui avale les âmes des humains, voilà, donc c'est ça le pitch de départ. C'est assez compliqué comme roman, parce qu'il y a 2 personnages qui représentent un personnage, c'est touffu, mais en clair, on suit ce personnage-ci, qui s'appelle Sésif, donc le personnage principal, il me semble, si je dis pas de bêtises, oui c'est Sésif. Non, qui s'appelle Céphise, pas Sésif, Céphise. Et Céphise va être enlevé, on va dire. Donc on est sur un mythe du syndrome de Stockholm, hein, vraiment. Mais c'est... je sais pas, je l'apprécie. Dans ce tome 2, c'est quand même mieux, je trouve. Donc Céphise est enlevée par un demi-dieu. Et voilà, elle va tomber sous son joug, mais pas ce que vous croyez. Mais donc il y a une romance qui se développe, mais en parallèle, ils ont un peu des moi autres qui voyagent dans le passé, ils sont complémentaires au niveau des pouvoirs. Bref, c'est un peu très difficile, je trouve, à expliquer cet univers quand on n'est pas dedans, parce qu'il y a énormément d'informations, c'est très original. Le panthéon des dieux, je trouve que c'est vraiment le point fort. Ils ont des noms en rapport avec des dieux qui ont existé, donc t'as Orion, Aphrodite, Verlaine, c'est notre personnage masculin dedans. Bref, voilà, il y a plein de petits noms, de petites consonances assez sympas. Le truc, c'est que parfois c'est tellement un peu what the fuck que tu peux être perdu. Je trouve que c'est un récit où on peut être perdu. Et la romance, pour ma part, elle est un peu compliquée, hein, parce qu'on est parti sur du syndrome de Stockholm. Donc je vais pas vous parler du tome 1, parce que le tome 1, j'ai été un peu gênée par ce syndrome. Dans le tome 2, en fait, il y a un grand bouleversement. Ici, on est plus sur un personnage beaucoup plus libre. Voilà, le syndrome de Stockholm, un peu plus acceptable, sachant que l'héroïne elle-même se dit non, je vais pas tomber dans ces filets-là. Donc il y a quand même une réflexion là-dessus. Après, tu vois qu'il y a encore un coup un peu d'âme sœur, ils sont un peu liés. On découvre beaucoup de choses sur leur passé, donc forcément tu t'attaches aux personnages. On a des nouveaux personnages. C'est pour ça, en fait, je suis pas d'accord avec la romance, mais en même temps, j'aime bien les personnages, et c'est juste que, bah, en fait, tu vois qu'il y a de l'amour, surtout dans un sens, mais que c'est pas facile, quoi. Elle tombe pas dans le piège tout de suite, et c'est ce qui est intéressant. Et en même temps, ça parle avec d'autres personnages de questions de femmes battues, ça parle de... Il y a beaucoup de questions qui sont posées. Jean-Jacques Eldera, je trouve que son point de fort, c'est de présenter des personnages féminins qui sont un peu en dehors des cases, tant par le poids, par exemple, en présentant des jeunes filles en sous-poids ou en surpoids. Là, par exemple, on parle du handicap, hein, d'une certaine manière, parce qu'on est mécanisé, c'est ça. Je trouve que dans celui-ci, il y avait beaucoup moins de romance, ce qui était beaucoup plus agréable pour moi, parce que c'est vraiment un peu le problème de l'histoire, selon moi. Et on est plus dans l'action, dans la découverte de ce qui s'est passé. Le personnage de Verlaine, que je trouvais vraiment insupportable au début, hein, plaintif, voilà. Je l'apprécie beaucoup plus parce qu'on apprend son passé. Bon, ça reste de la fantaisie romantique, hein, c'est pas révolutionnaire dans le genre, mais je trouve que l'univers est quand même assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir, et c'est ce qui est vraiment agréable dans celui-ci. Et le tome, il finit avec des grosses révélations, on a envie d'en savoir plus, et moi j'ai envie d'en savoir comment ça va se finir exactement, parce que le truc c'est que autant, alors ça va être horrible ce que je vais dire, la romance c'est plutôt toxique, le gars reste, même si on est dans cette configuration de elle veut pas être à cet endroit là, elle est emprisonnée, il y a rien
qui est forcé. Donc tu vois, c'est quand même pas horrible dans ce sens-là. Mais le triangle amoureux pour moi est catastrophique, du genre puis là il y a un truc qui revient, je suis en mode non mais laissez-moi avec, je ne veux pas de triangle amoureux. Donc voilà, ce côté romance c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus ici, c'est vraiment, je trouve les personnages chacun de leur côté et l'histoire qui avance, et là on a plein de petits grains qui sont dessinés. Et franchement, les pouvoirs sont intéressants, voilà, il y a des rébellions, bref. Si vous aimez la romance, ça peut vous plaire, faut juste vous dire qu'il y a un triangle amoureux qui est très casse-pied. Et qu'il y a une romance qui est... le truc, c'est qu'elle est toxique sans l'être. C'est très compliqué. Elle est toxique dans le sens que, elle a pas voulu être enfermée dans ce putain de château, tu vois. Mais en même temps, il y a rien qui se passe de grave, quoi. Légalement, il y a rien de répréhensible. Et le mec est pas en mode agresseur, tu vois. Tu sais avec qui elle va finir un peu à la fin, hein, t'es pas con non plus. Mais c'est intéressant, je dois le dire. Même si je suis pas hyper chaude pour la romance. Pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles? Des Gaulois. Doubidou. Vous êtes contents de cette représentation? Parce que en clair, ce livre, j'ai eu cette chanson dans la tête tout le temps parce que j'adore Astérix et Obélix. Voilà, j'ai grandi avec ça. Mission Cléopâtre pour moi est un des films les plus drôles qu'on ait produit en France. Astérix et Cléopâtre, le dessin animé, le pudding à l'arsenic, c'est une chanson que j'écoute tout le temps, qui me fait rire, et bref, Cléopâtre est un personnage qui me fascine assez, d'autant plus que j'ai une de mes amies les plus proches qui est une fan inconditionnelle de Cléopâtre, et Cléopâtre c'est un personnage qui est tellement important, et pourtant moi j'adore la mythologie égyptienne, j'ai une passion très très jeune là-dessus, sur la cléologie, tout ça. Et c'est un personnage, on ne sait, moi personnellement, je sais pas grand chose, mis à part les films, voilà, ce magnifique film en noir et blanc qui est extrêmement connu, voilà, Mission Cléopâtre, bref, plein de choses comme ça. Je pense qu'avec Astérix, on a tous vu Cléopâtre, et c'est un personnage qui pour moi est très mystérieux. Et donc je me suis acheté un livre au sujet de Cléopâtre qui s'appelle Cléopâtre, donc Alberto Angela, Les traces d'une femme d'exception chez HarperCollins Poche. Alors ce livre, ça a été une très très bonne lecture. C'est un livre qui va traiter le sujet de Cléopâtre, mais ça ne parle pas tout à fait de Cléopâtre. C'est un titre, je trouve, qui est un petit peu mensonger, ça serait plutôt César, Cléopâtre et Marc-Antoine. Voilà, sur le truc. Donc je replace Cléopâtre, dernière reine, on va dire, d'Égypte, des Ptolémées, voilà, bref, toute la descendance, bref. Voilà, c'est une reine qui était très connue, notamment pour avoir connu une histoire d'amour avec César, avoir eu possiblement un enfant avec lui, Césarion, et d'avoir été une femme brillante, intelligente, et d'avoir eu une histoire d'amour aussi avec Marc-Antoine, jusqu'à cette horrible défaite et jusqu'à son célèbre suicide avec les serpents. Ce livre va retracer toute la vie de Cléopâtre. Mais c'est bien Cléopâtre et sa relation avec les hommes qui est très mise en avant, notamment les 250 premières pages. On a tout un truc sur César et Cléopâtre, mais surtout sur César, sur son assassinat. Ce qui est intéressant, donc vraiment là-dessus, on a énormément de choses sur les batailles et sur Marc-Antoine. Donc c'est vraiment toute la période Cléopâtre. C'est pas forcément le personnage qui... Je tiens à le dire parce que j'étais un peu décontenancée, mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier ma lecture. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette première partie, parce que je vais un peu sélectionner César, Cléopâtre et Marc-Antoine, c'est un peu comme ça qu'est découpé le livre. En fait, dans cette première partie, on va autant nous parler des monuments qui étaient construits à cette époque-ci, de l'assassinat de César et de comment il a été fait, de sa relation avec Cléopâtre, avec cette fameuse descente du Nil où ils ont une espèce de lune de miel sur des mois et des mois, t'imagines le truc, bref, voilà, la rencontre de Cléopâtre et César où on prête à savoir que la nana s'est planquée dans un sac, elle était très jeune à l'époque, elle a réussi à se maquiller, elle est arrivée boom bam bitch et César l'a regardée en mode waouh, voilà. Il y a aussi donc tout ce truc avec comment elle a dû fuir aussi après la mort de César, parce que ça a été aussi une alliance politique, et c'est ce qui est bien aussi, c'est qu'il parle d'amour mais il parle aussi d'intérêt politique, donc t'as toute cette première partie là-dessus. Très intéressante. Le milieu du livre parle plus particulièrement de Cléopâtre, du fait de qui elle était. Alors le problème c'est que c'est un personnage dont on sait peu de choses parce qu'il y a énormément de choses qui ont été détruites suite notamment
au fait qu'ils ont perdu avec Marc-Antoine, et il n'y a jamais eu le tombeau de Marc-Antoine et Cléopâtre qui ont été retrouvés. Très souvent on dit on a retrouvé la tombe de Cléopâtre, on l'a toujours pas retrouvée, on la retrouvera peut-être jamais, voilà, elle a peut-être été détruite, bref. Donc c'est hyper intéressant d'avoir aussi donc ce point de vue de son enfance possiblement. Le livre dit beaucoup de possiblement et c'est normal, l'Antiquité, les seules traces qu'on a c'est l'archéologie, mais c'est surtout les textes. Et le problème c'est que Cléopâtre était un personnage qui était pas très très bien vu à Rome, et notamment des écrivains romains comme Cicéron, voilà, des orateurs, donc en fait elle en a pris plein la gueule, on appelle ça du slut-shaming. Voilà, elle a subi du slut-shaming. Et ce qui est très intéressant, le parti pris du roman, c'est que Cléopâtre est une femme moderne dans une époque d'antiquité, et je suis assez d'accord parce qu'elle subit exactement ce que certaines femmes subissent actuellement, des femmes de pouvoir, et même, hein, donc le slut-shaming en est un exemple parfait. Donc on dit que Cléopâtre était une séductrice perverse alors que visiblement c'était pas le cas. On va autant étudier donc le fait que c'était une femme brillante, comment elle a voyagé, à quoi elle ressemble. On n'a aucune idée à quoi ressemble Cléopâtre parce que tout a été détruit, on va dire, de ses représentations. Vraiment, et c'est très intéressant parce qu'on parle aussi du travail des archéologues et des gens qui travaillent sur l'Antiquité actuellement. C'est un livre qui est vachement riche là-dessus et c'est vraiment été une très très bonne découverte pour ça. Et on sait pas à quoi elle ressemble, de quelle origine elle était, parce qu'elle est pas vraiment égyptienne, elle est gréco-macédonienne. A priori, on connaît pas sa mère, tu vois, c'est beaucoup de choses comme ça, et voilà. En plus, ce livre casse les clichés, c'est-à-dire que Cléopâtre, a priori, la moyenne chez une femme de cette époque-ci, c'est 1m55 en termes de taille, et Cléopâtre était décrite comme petite, donc t'imagines la petite nana, magnifique, avec des courbes, il paraît, bon, la nana, mais assez maigre, hein, ils disent, mais la nana magnifique, mais c'est Monica Bellucci qui la joue dans des films, alors que a priori, ça n'a rien à voir. On parle de son fameux nez, bref. Il y a plein de choses qui sont déconstruites, il y a des choses où on met des hypothèses, on déconstruit des hypothèses, bref. Il y a tout ce truc au milieu où c'est vraiment elle, comment elle gouverne l'Égypte, comment elle... C'était une femme extrêmement brillante et c'est un personnage c'est une boss bitch, tu vois. C'est vraiment un personnage extrêmement puissant, c'est une femme moderne, intelligente, brillante, belle, accomplie, qui sait parler beaucoup de langues, qui gère la politique et qui était en train de remettre l'Égypte en fait sur les rails, quoi, parce que son père c'était pas forcément ça. Et la dernière partie du roman importante, c'est donc Cléopâtre et Marc-Antoine qui a priori aurait été une histoire d'amour très très puissante, hein. Voilà, il y aurait eu moins d'intérêt politique qu'avec César, même si il y a toujours des intérêts politiques. Voilà, donc c'est touchant parce qu'on a des moments, le récit, autant ça va être une écriture historique, mais on va avoir aussi des moments romancés, ce qui fait que tu t'attaches au personnage, c'est un personnage auquel tu t'attaches forcément. Donc voilà, il y a toutes les prises de position, les possibles trahisons qu'ils expliquent aussi, alors que c'est pas forcément une trahison. Bref, ça remet aussi le personnage de Cléopâtre en dehors du mythe et en dehors de tout ce slut-shaming qu'il y a eu, de toute ce crachat sur les femmes qu'il y a eu pendant des siècles, de l'Antiquité à la Renaissance et même jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit vraiment d'un point de vue plus objectif. Donc ça c'est cool, et jusqu'à ce fameux suicide qui est remis en cause, et je vous laisse découvrir avec toutes les hypothèses en cours. Bref, c'est un livre qui est passionnant, mais qui est désarçonnant parce qu'on parle énormément de César et Marc-Antoine, on parle énormément de batailles, mais ça a eu une implication sur Cléopâtre, et en même temps Cléopâtre a une implication aussi là-dessus, et voilà, et puis ça replace aussi ces trois personnages qui sont essentiels, avec il y a Octavien, voilà, qui est futur Auguste, qui est là présent, et donc ça rebalait toute cette période qui est intéressante mais de ouf, et moi j'ai personnellement énormément aimé ce livre, ça a été une très très belle découverte, j'ai appris plein de choses, ça m'a remis aussi, le point de vue objectif était sympa aussi pour ça, parce que on est tellement dans le mythe avec ces personnages là que à un moment il faut le casser aussi, il faut comprendre, et c'est là que tu vois que les écrivains surtout antiques, c'est connu pour ça, qui remettaient tout à leur sauce, hein. Les batailles de César écrites par César, on sait très bien qu'il y a plein de choses qui ont été remises en cause, et ça montre aussi la politique actuelle, et c'est ce qu'ils disent au début du roman, en termes d'égyptiennes extrêmement connues, elles sont que 4, et Cléopâtre il reste quand même la plus connue, c'est une figure qui est emblématique, et qui est construite sur voilà, toute une réception qui a été un peu modifiée au fil des siècles. Bref, un livre extrêmement intéressant, mais vous n'allez pas avoir que des choses sur Cléopâtre, il faut le savoir, et c'est historique, hein, donc il y a beaucoup de récits de bataille, de stratégie, mais personnellement moi j'aime beaucoup.
Et je suis très contente d'avoir découvert ce personnage par ce biais-là. J'ai envie de découvrir plus de biographies, ça m'a donné envie de découvrir beaucoup plus de choses. Et c'est aussi intéressant de voir César et Marc-Antoine sous un angle plus amoureux que belliqueux, et de comprendre un peu ce qui s'est passé. Et c'est un moment qui est assez triste, hein. En fait, Cléopâtre, c'est la fin du monde hellénistique, et c'est ça, en fait, ça parle de ça. C'est un moment extrêmement important, et c'est une femme qui a apporté énormément aussi. Donc, absolument à découvrir. Si vous aimez le personnage de Cléopâtre, je pense que c'est un livre qu'il faut découvrir. Enfin, je vais vous présenter un dernier roman que De Saxus m'a envoyé, que j'ai fait la demande de le recevoir, et je suis très contente parce que c'est un roman avec moi, on a une histoire sur plusieurs années. C'est un roman que j'ai acheté en anglais, que j'ai essayé de lire 3 fois, mais ces 3 fois j'étais en voyage. C'est un roman que je prends pendant les voyages, et je sais pourquoi j'ai calé aux 150 premières pages à chaque fois en anglais. Donc il s'agit de Saxus, Samantha Shannon, qui est donc l'autrice du Prieuré de l'Oranger, The Bone Season, saison d'os en français. Je trouve que là déjà, je tiens à souligner que la couverture, le rendu éditorial est très sympa, d'autant plus que le dos, j'adore les dos rouges comme ça, je la trouve beaucoup mieux que mon édition anglaise, il faut dire ce qui est. Alors, tout simplement, je vais déjà vous dire pourquoi j'ai eu du mal à lire en anglais, parce que j'ai l'habitude quand même de lire des récits de fantasy en anglais, j'ai lu Game of Thrones, tout ça. Il y a énormément de vocabulaire inventé dans ce récit. Je tiens à vous le dire, il y a Seigneur Mime, comment tu veux savoir que je connais Mime en anglais? Il y a énormément, il y a beaucoup de noms de créatures, de formes, de pouvoirs, et en fait c'est pour ça, je pense que j'ai calé, et j'ai calé parce que les 150 premières pages, c'est tiens, je te donne mon univers, mange-le. C'est exactement ça. Le début est un peu, je trouve, abrupt et riche en informations, est en mode j'ai bien mangé, il va falloir digérer maintenant, parce que c'est un peu... voilà, mon univers il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, il faut que tu le comprennes. Faut même que tu le comprennes vite en 150 pages. Donc on suit l'histoire de Paige, alors ça se situe en 2059 dans un Londres un peu beaucoup revisité. En fait, il y a une partie de la population qui est clairvoyant, donc ils ont tous des dons particuliers. Et Paige, elle a un don extrêmement particulier dans tous ses dons, c'est qu'elle est marche-rêve. Elle travaille pour la pègre, elle a menti à son père, voilà, c'est une jeune femme, elle a 19 ans. Elle travaille normalement dans un bar à oxygène, mais c'est pas du tout le cas. Elle bosse pour un chef de la pègre, elle fait sa vie dans ses petits mensonges, tout ça, jusqu'au jour où dans le métro, ses clairvoyants sont chassés, hein, bien sûr, ils sont tués ou envoyés on ne sait où. Et dans le métro, elle rencontre un autre clairvoyant. Voilà, elle en a un peu peur au début, et ils vont être attaqués, et elle va tuer en fait 2 des gardes. Elle va en tuer un et elle va en mettre un pas très bien, voilà, au niveau de la santé, et on va réussir à la retrouver. Elle va être envoyée dans un camp géré par des créatures assez particulières qui sont humanoïdes mais particulières. Je vais en rester là. C'est un récit de young adulte, je replace, qui malheureusement, dans les points faibles que je vais énoncer au début puis après les points forts, est un peu ce que je peux reprocher au roman de mon point de vue d'amatrice de fantasy adulte, c'est-à-dire qu'on a un cliché de romance. La romance, je trouve qu'elle est un peu dans le récit sympa à suivre, parce que elle va doucement. Moi j'aime bien, tu vois, il y a un espèce de mystère, et voilà, il y a un truc que j'aime bien. Elle est un peu, je dirais un peu toxique d'une certaine manière. Voilà, il y a un espèce de triangle amoureux revisité. On est obligé d'y passer, hein, malheureusement. Donc ce côté-là, c'est ce qui m'a un peu moins plu, d'autant plus que les enjeux, en fait le monde au début c'est hyper bien construit, c'est assez riche tout ça, et dès qu'on rentre dans le camp, en fait on est sur un truc très habituel, c'est-à-dire une préparation de rébellion. Et c'est un schéma assez classique. Donc en fait le début est très original, je trouve, très sympa, palpitant. Et dans le camp, même si ça reste palpitant, je trouve que c'est un petit peu plus vu, on va dire, au niveau de l'intrigue. Paige, c'est un personnage qui est attachant. Faut dire, c'est pas une héroïne trop agaçante, parce que moi j'aime beaucoup, elle est vraiment tête brûlée, tu sais, elle se lance dans les trucs, même dans le camp, des fois elle part, tu fais mais pourquoi tu fais ça? Mais voilà, elle est tête brûlée, le personnage donc de la créature, le gouverneur dans l'histoire, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, on en apprend un petit peu plus, il est très mystérieux, très cliché, young adulte du mec, hein, mais moi j'ai bien accroché.
Voilà, on a plein de personnages qui gravitent autour, quand même assez intriguant, j'ai bien aimé un peu toute cette mythologie qui est assez nouvelle, voilà, avec ses pouvoirs, en fait toute la mythologie est nouvelle, après l'intrigue en soi, c'est quelque chose qu'on a déjà habituellement vu en young adulte, même si c'est palpitant. La fin est une fin en cliffhanger, je vous le dis tout de suite. Le passage de la fin, j'ai vraiment aimé les 2 derniers chapitres, c'est assez palpitant, assez grandiose, le grand méchant, voilà, il y a vraiment... C'est quelque chose qui est quand même assez... c'est pas quelque chose de très nuancé dans le manichéisme, hein. C'est ça que je peux lui reprocher et qui fait très young adulte. C'est on a les méchants d'un côté et les bons de l'autre, à part l'exception de 2-3 personnages. Mais l'atout majeur, c'est l'univers qui est créé, c'est-à-dire toute cette originalité avec les clairvoyants, tous leurs pouvoirs qui sont différents. Voilà, chacun a sa particularité, plus ou moins rare. Voilà, c'est un monde qui est assez violent, on torture des gens, on abat des gens, où les humains sont mis en esclavage d'une certaine manière. Bref, c'est quand même un univers violent, et c'est ça en fait le constat que j'étais un petit peu. C'est un univers violent, brutal, un personnage qui est peut-être brûlé, voilà, dans un schéma narratif un peu young adulte, déjà vu, un peu dystopique, un peu d'une certaine manière. Donc voilà, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. C'est pas été un coup de cœur, mais je le reconseille quand même parce que voilà, j'ai beaucoup aimé. Je vous dis juste que les 150 premières pages, elles sont assez lourdes. Voilà, en termes d'assimilation d'univers. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les retours en arrière parce qu'on apprend énormément de choses sur la vie de Paige pendant ces pages-là. Et Paige, en plus, est irlandaise. Donc, moi qui adore l'Irlande, on a beaucoup de références à l'Irlande, à la répression, à des personnages et figures emblématiques irlandaises. Bref, il y a énormément de bonnes choses. Pour l'instant, j'attends de voir la suite pour voir si on va en savoir plus. Cette série-là, vous l'avez peut-être déjà lue en français. Elle a été publiée, je sais plus si c'est chez La Martinière ou pas, mais elle a été publiée une première fois en 2014, il me semble. Ça n'a pas eu le succès escompté chez cet éditeur-là. Ils ont dû publier les 2 premiers romans, le premier roman, mais donc c'est De Saxus qui a dû racheter les droits et qui maintenant publie cette série. C'est assez différent du Prieuré de l'Oranger, ça se lit beaucoup plus vite, hein. Il est beaucoup plus petit, ça fait 600 pages, bon là l'édition c'est écrit assez gros, hein. Ça se lit vite. Il y a de bonnes choses, mais pour l'instant je peux pas juger plus que ça, parce que ça reste quand même un tome très introductif où on te présente l'univers et on a une situation initiale qui lance en fait toute l'intrigue. Tu vois que c'est vraiment un livre qui a été construit pour lancer l'après, du genre on te met en bouche, l'après ça va se passer comme ça, d'autant plus que j'aime beaucoup la fin et j'aime beaucoup ce qui se prépare parce qu'on nous lance plein d'indices, il y a plein de personnages qu'on te cite qui ont l'air hyper intéressants, on te fait une liste des 7. Voilà, c'est les 7 au début qui sont dans la pègre, machin. C'est un truc qui est pas assez étudié dans ce tome-ci, donc je pense que ça va étudier à la suite. T'annonces un truc, on te pose un univers qu'on va pas voir autant que ça du fait de l'intrigue. Mais pour ma part, j'ai passé un très bon moment, je l'ai lu en 2 jours, voilà, je l'ai dévoré, on va dire. Ça a été une lecture young adulte très sympa, vraiment, c'est pas trop prise de tête, on n'est pas sur un truc hyper complexe, on est sur un truc où tu te laisses porter par l'histoire et qui est vraiment très sympa. Et la mythologie est vraiment bien pensée. Il y a toute une réflexion aussi sur la censure, le pouvoir, la tyrannie, bref, il y a beaucoup de choses là-dessus, sur la différence, bref. C'est vraiment un bon récit young adulte, j'ai passé un excellent moment et je vous le recommande pour ça. Donc c'en est tout pour cette update lecture, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu par exemple The Bone Season, ce que vous en avez pensé, parce que moi j'ai un avis où j'avais déjà découvert l'histoire d'une certaine manière 2 fois auparavant, les 150 premières pages, voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé, parce que j'ai bien aimé, même si je trouve qu'il y avait des facilités scénaristiques et je voulais savoir si c'était que moi, de mon point de vue de lectrice plutôt de fantasy adulte, ou si c'est quelque chose que vous avez remarqué aussi peut-être d'un point de vue plus young adulte, je ne sais pas. Et je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures.